Lance-toi. Euh, Présenté comme ça, c'est compliqué. Là, c'est pourri, là. Mais en fait, ce qu'il y a d'amusant dans notre table, c'est qu'on n'a pas pu se consulter avant, Mm. qu'on a mis nos textes indépendamment l'un de l'autre, et pourtant, sans se consulter, on va partir de points de vue différents, mais qui se raccordent. Je vais m'expliquer. Ça, c'est le médiateur qui a Non, c'est pas le permis ça. médiateur. Toi, t'as rien foutu. Ouais, bref. Euh, En fait, l'état de droit, c'est d'abord une expérience vécue. C'est très important cette phrase que Diane vous a dit. Parce que moi, je vais repartir de l'expérience vécue. C'est-à-dire, effectivement, je suis un militant, je suis rien d'autre. D'accord. Je ne suis pas un expert, je suis un citoyen qui essaye simplement de faire vivre la démocratie. C'est tout. Voilà. Et bah, pour faire vivre la démocratie, je n'ai qu'un seul moyen. Le débat, l'échange. Malheureusement, je ne suis pas au travail. Je ne peux pas obliger mes subordonnés à m'obéir. Donc effectivement, à un moment donné, je n'ai qu'une seule arme, ça s'appelle la force de conviction. Au vu du résultat, c'est brillant. Quand on voit ce qu'il y a à la table. Mais en fait, cette expérience vécue, elle implique la confrontation avec d'autres expériences vécues. J'écoute les gens. Ça ne veut pas dire que je leur obéis. Ça ne veut pas dire que je ne défends pas mon point de vue. Mais j'écoute les gens. Parce que si vous voulez débattre, il faut écouter. C'est un effort de la conscience, même si votre ressenti vous donne envie parfois d'envoyer des baffes. C'est important la distinction entre conscience et ressenti. Parce que, effectivement, à l'heure où beaucoup recherchent le sens de l'action politique, il est temps de rappeler deux éléments essentiels attachés à l'état de droit et sa déclinaison citoyenne, en rappelant la question des fins et des moyens démocratiques. Et ça, je vais vous le développer à partir des témoignages français. Je suis en France, je ne vais pas comparer les états de droit, mais moi, à partir de témoignages, on va voir ce qu'on peut faire. Alors d'abord, on va rappeler notre histoire. Institutionnellement, les déclarations des droits de l'homme et du citoyen ont fait de l'individu un citoyen. Certes, cela s'est réalisé et se réalise encore au cours du temps. Et il y aura toujours des anachronistes pour nous dire que c'était nul. Par exemple, le simple fait que des femmes n'ont eu le droit de vote qu'en 1945. Ce type de raisonnement compare alors une machine à vapeur et une locomotive électrique et dit que c'était insuffisant. En effet, ce n'est pas parce que c'était insuffisant par rapport à aujourd'hui que c'était insuffisant hier et que cela ne représentait pas un progrès. Certes, en 1789, l'absence du vote des femmes était insuffisante par rapport à aujourd'hui. Mais c'était un progrès par rapport aux États généraux qui structuraient une société d'ordre. Pour reprendre Hegel, je fais mon philosophe de comptoir, ces gens ne voient que le négatif. Ce sont les Martins de Voltaire, tandis que les Pangloss s'extasient sans cesse devant la locomotive électrique et louent le progrès technologique qu'ils confondent avec le progrès des relations humaines que stimule, selon eux, le marché. L'absurdité de ce type de raisonnement ne saute pas aux yeux. En effet, c'est le mode de fonctionnement du marché électoral qu'anime les organisations politiques, qui ne prennent pas leurs responsabilités. Mais il y a une raison à ça. Par quoi sont-ils encadrés? C'est ça la question. Et ce qu'on dit, c'est que c'est le marché électoral. Et je dis que c'est le marché électoral, non pas parce qu'à un moment donné, ça me plaît, mais parce que le marché électoral, c'est d'abord
une compétition entre partis politiques dont la monnaie, pour reprendre l'image que tu as donnée tout à l'heure, n'est pas l'argent, mais le vote. En effet, c'est le mode de fonctionnement du marché électoral qu'anime les organisations politiques. Les partis ne cessent de se critiquer en occultant les faits par omission quand ils n'en inventent pas. Avant, le mensonge par omission suffisait. Maintenant, c'est le mensonge tout court qui prédomine. Par exemple, on peut omettre de signaler que le déficit de l'État est largement dû aux dépenses fiscales non contrôlées, dirigées vers les aides aux entreprises. Mais déclarer que le déficit est dû aux dépenses sociales non contrôlées est un mensonge. Chacun sait que les dépenses sociales sont très contrôlées. De même, on peut omettre de signaler la construction de l'universalisme concret au travers de la sécurité sociale ou des services publics. Mais dire que la France est un État raciste est un mensonge. Ce n'est pas parce qu'il y a du racisme qu'il n'existe pas d'universalisme concret. Certes, les politiques professionnelles interrogent, mais comment reprocher à un renard d'entrer dans un poulailler? C'est l'inertie citoyenne qui inquiète. En effet, ce qui interroge tout le monde, c'est le prochain président. Même si on sait qu'il ne changera rien. J'entends ça. Cette phrase, souvent entendue et répétée, mérite une question supplémentaire. Certes, il ne changera rien. Mais pourquoi il ne changera rien? Comment notre génération peut être prisonnière? On peut personnaliser le problème. Il ne changera rien parce qu'il fait partie du système. Dégommons Macron, nous dégommons le système. Mais avec le système, qu'est-ce qu'on désigne? Parce que personne ne désigne le système. Ce sont deux cadres définis. Le premier, ce sont les institutions juridiques dans lesquelles nous sommes. Le second est la construction du système économique qu'elles soutiennent, le marché européen. Il y a une interdépendance dans la construction du droit entre la construction du marché européen et les institutions juridiques. Alors pourquoi le président ne peut rien changer même s'il ne fait pas partie du système? Comment ce système s'est construit? Point d'interrogation. Ces questions pourtant évidentes ne sont pas posées alors qu'elles déterminent un ensemble de problèmes. Par exemple, les aides de l'État aux entreprises pour baisser les salaires sans contrôle, on appelle cela la confiance, structurent le déficit de l'État et impliquent une baisse des dépenses sociales pour compenser les déficits. En effet, dans un marché européen basé sur la concurrence des salaires, comment faire autrement contre la désindustrialisation? Non, moi je te parle du gouvernement français qui baisse les salaires pour éviter de délocaliser. C'est un mécanisme de poupée gigogne. C'est ça qu'il faut comprendre et que les gens ne comprennent pas. Le fait que le droit échappe à la loi aussi. En effet, le droit décline la loi. Or, lorsque le droit émane d'une autorité qui n'est pas issue du peuple, le droit échappe alors à la loi. C'est le cas, par exemple, des règlements européens, que tu as très bien présentés. Le législateur, qui renvoie aux représentants chargés de la construire, est exclu. Nos parlements n'ont rien à dire sur les règlements. Or, sa désignation structure la démocratie. En effet, c'est bien le vote qui envoie des députés à l'Assemblée nationale ou au Sénat. La différence, directe ou indirecte, renvoie aux populations désignées pour voter, sachant qu'elles-mêmes sont toutes issues du peuple. Or, ces deux composants ne sont pas consultés dans l'édiction des règlements, contrairement aux directives.
Néanmoins, si les parlements les visent, leur origine émane d'une autorité, la Commission européenne, qui n'est pas élue. L'état du droit remplace alors l'état de droit. Ensuite vient le rôle des juges. Fallait bien que j'en parle. Si la loi ne vient pas du peuple, quelle légitimité leurs jugements ont-ils, indépendamment de leur bienveillance ou non? Là, la question n'est pas de savoir ce qu'ils créent comme droit, c'est le droit qu'ils créent est-il légitime? Ils interprètent un droit issu d'une loi qui n'a aucune légitimité démocratique. Quand vous avez un droit européen qui n'a pas de légitimité démocratique, quand vous avez des juges qui interprètent cette loi et que ça redescend au niveau national, vous avez quand même un problème de légitimité. C'est bête à comprendre. Je ne vois pas pourquoi personne ne comprend. Ils construisent alors du droit illégitime, d'autant que leur rôle est prééminent. Une fois la loi votée, au travers du droit, ils la font vivre. Aujourd'hui, des jugements de la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, construisent une jurisprudence avec des conséquences directes sur la vie des citoyens, sans aucune légitimité. Même si, par exemple, comme tu l'as dit, c'est bien, ça peut être bien, ça peut être sympa pour les libertés publiques. La CJUE, pas trop, c'est plutôt... Non, commence pas à me casser mon intervention, s'il te plaît. Moi, je me suis tué. Hein. Ces jugements sur la liberté de circulation des ressortissants européens se construisent contre des traités. Je vous renvoie au jugement concernant les indigents. Il y a alors les traités et la réalité de leur application. Lorsque l'on déclare qu'un problème démocratique existe, c'est par rapport à ce qui a fondé la République, les droits de l'homme et du citoyen. En effet, si nous revisitons nos exemples, tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Là, je parle de vos impôts. Hein. Or, la fiscalité est non seulement injuste, parce qu'elle est portée par les taxes à la consommation, mais en plus, personne n'en suit l'emploi, à commencer par les représentants élus. C'est ce que montrent plusieurs rapports dans les assemblées. Je vous renvoie au rapport Gay, je vous renvoie au rapport avec le suivi de l'Assemblée nationale. Je ne me souviens plus du titre, mais ça me reviendra. De Rosière. Je ne sais plus. Mais ça va me revenir, je vous enverrai toutes les références, il n'y a pas de malaise. Autrement dit, nos représentants admettent eux-mêmes que l'emploi de l'impôt est opaque, puisqu'ils n'arrivent même pas à estimer correctement le montant global des reversements aux entreprises. Ces versements interrogent le fondement même du droit de propriété. En effet, ce qui justifie le profit privé du chef d'entreprise, c'est le fait que les fonds publics ne le financent pas. Or, nos impôts financent des salaires. Pourquoi ne pas nationaliser les entreprises? Une économie de marché est une économie de risque. Si les risques disparaissent grâce aux finances publiques, c'est bien l'économie de marché qui devrait alors interroger. Faire supporter toujours plus de salaires par d'autres salariés pour faire baisser les salaires reflète la perversité du modèle, puisque les profits restent privatisés. 81, 83. Or, avec l'UE, ce marché est le modèle à partir duquel s'est construit le droit européen. Qu'attendre du marché électoral qui élise ceux qui construisent la loi? La construction de la singularité du jugement, tel que c'était envisagé par les initiateurs des libertés démocratiques, ou bien dans un univers publicitaire marchand, la construction de la polarisation par des ressentis, c'est-à-dire l'individualisme. La situation actuelle du débat politique nous donne la réponse.
surtout quand de nombreux maires, toutes tendances confondues, commencent par augmenter leurs indemnités. Il y a une véritable inflation, hein. Prisonniers des ressentis polarisés, les citoyens ne raisonnent plus que par rapport au marché électoral et non plus par rapport à leur capacité de le remettre en cause. La construction de l'individualisme consumériste, issu directement du fonctionnement du marché, détruit la citoyenneté aussi sûrement que le marché électoral de partis que le peuple rejette. Or, en République, comme nous l'indiquent les droits de l'homme et du citoyen, nous avons le droit de concourir à l'expression de la loi. En effet, les citoyens font la loi au travers du référendum. Elle n'est donc pas forcément issue des représentants du peuple. Or, en 2005, nous avions voté non au traité constitutionnel européen. Fallait que je vous la fasse. Oui. Ça fait 4 fois que tout le monde vous l'a fait, mais c'est comme ça. Qu'attendre des représentants européistes français en congrès qui, en 2007, ont nié la capacité des citoyens à faire la loi? Ne pas comprendre que la crise du régime actuel vient en grande partie de la forfaiture morale et politique du traité de Lisbonne constitue un aveuglement sur notre histoire et sa réalité. Tous les partisans de l'Europe avaient voté oui. Ils sont encore au pouvoir aujourd'hui. Ou ils essayent de revenir. Que devient l'expression de la souveraineté populaire? Dans les droits de l'homme et du citoyen, son expression est la loi. La volonté générale, la construction d'une destinée commune, c'est ça la volonté générale. C'est la construction d'une destinée commune. Est l'esprit de la souveraineté populaire. Sans volonté générale, pas de souveraineté, pas d'état de droit, pas de droit des libertés publiques, et finalement pas de laïcité. Il fallait aussi ça que je la sorte. Aussi, pour reconstruire la démocratie, il faut faire un choix. Accepter librement que le droit européen se superpose au droit français et en faire l'expression de la volonté générale, ou pas. Mais pour cela, il faut un référendum et obliger les partis à y consentir. C'est ça ma solution. D'accord. Merci bien, tu m'as coupé.